chaque fois plus nombreux pour assister. Nicole, silence, s'il te plaît. Non, mais c'est fini, là, ça y est, on démarre. Donc, merci à toutes et à tous d'être présents si nombreux. Merci évidemment à Bernard Bourgeois. Comme j'ai fait une petite présentation du contexte de l'intervention pour le public, je vais vous passer la parole tout de suite, mon cher Bernard. Vous êtes gentil. Je voudrais vous remercier de votre invitation. Vous savez que je viens chez vous toujours avec le plus grand plaisir. Vous êtes une librairie plus que littéraire, vous êtes un lieu, et même un haut lieu de l'esprit à Paris. C'est trop, c'est trop. Et je vous félicite d'entretenir ce climat qui est un peu celui du XVIIIe siècle, c'est-à-dire un climat de discussion critique qu'il est bien nécessaire de préserver aujourd'hui. Si je n'ai pas fait erreur, vous souhaitiez que je parle essentiellement de l'Europe et de l'affirmation de l'Europe. Ça va être le thème central, voilà, mais on parlera, le cas échéant, de beaucoup d'autres choses. On parlera de tout. Comme il vous plaira, comme on disait. Mais c'est le point de départ, puisque les circonstances historiques et l'actualité, y compris politique, voire électorale, s'y prêtent. Bien, dites, alors, le problème à mes yeux n'est pas de savoir s'il faut être ou non pro-européen, mais quel contenu et quelle intensité il faut donner à une affirmation de l'Europe aujourd'hui. Parce que pourquoi ne pas être pro-européen? C'est le milieu total le plus proche qui est le nôtre, et par conséquent, c'est très bien d'être pro-européen. Mais qu'est-ce que ça signifie et quel sens donner à cette affirmation de l'Europe aujourd'hui? Je voudrais rappeler qu'historiquement, l'affirmation de l'Europe et de l'Europe non pas comme milieu culturel, mais de l'Europe comme puissance politique. Quelques significations plus précises qu'on donne à cette expression de puissance politique. L'affirmation de l'Europe comme puissance politique a été essentiellement celle d'Européens voulant se préserver comme communauté, d'une part, de l'impérialisme asiatique et de son relais intra-européen, c'est-à-dire de l'impérialisme russe, un impérialisme certains considérés comme essentiellement non libéral, mais autoritaire et tyrannique, et d'autre part, se préserver de l'impérialisme américain et de son relais proprement européen, à savoir le relais britannique. Donc, cette affirmation de l'Europe comme puissance politique a été celle d'Européens continentaux, mais non insulaires, des Européens du milieu du continent, de la Mitteleuropa, dont le cœur, c'est l'Allemagne. L'idée européenne a été essentiellement en son origine, et par ses théoriciens, l'idée européenne, l'idée politique de l'Europe et l'idée politique de l'Europe dans la modernité, dans le monde contemporain, ça a été une idée essentiellement allemande. Les théoriciens, d'abord hommes de lettres, journalistes, etc., qui ont été les premiers à traiter de ce thème au XVIIIe siècle, ça a été des penseurs allemands, et ça a continué.
car d'autres grands pays européens, comme la Grande-Bretagne, comme l'Espagne et comme la France, étaient des pays de type impérial, de type impérialiste, qui se sentaient à l'étroit en Europe et dont le milieu véritable était donc plus que le simple continent européen, le monde entier. Il se trouve que ce lien privilégié entre l'affirmation de l'Europe et la puissance politique allemande, ce lien privilégié, donc, fait que l'idée de l'Europe et son affirmation aujourd'hui est une idée dont l'intensité la plus grande se rencontre en Allemagne et non pas, par exemple, en France ou en Espagne, puissance qui, encore une fois, dont la sphère d'influence et de domination était non pas l'Europe, mais le monde. Ce qui signifie que, pour prendre un thème d'actualité, lorsqu'on parle du couple franco-allemand, il faut, je crois, mettre un certain bémol, aussi bien quant à ce que cela signifie théoriquement que pratiquement. Et si vous me permettez de verser un peu dans l'anecdote, mais je vous permets, je vous y encourage même. Je ne vais pas m'y tenir. À mes yeux, le couple franco-allemand n'existe pas vraiment. C'est au moins un couple dans lequel les éléments négatifs sont au moins aussi importants que les éléments positifs. Nos amis allemands, les Allemands sont devenus nos amis et c'est bien, nos amis allemands ont une image de la France qui est assez étrange, qui est assez drôle. La présence de la France leur apparaît toujours surprenante. Lorsque, en 1945, le Feldmarschall Keitel est entré dans la salle où devait être signée la capitulation à Reims, en entrant dans la salle, il a eu un haut-le-corps en apercevant de lettres Tassigny. Et il n'a pas pu s'empêcher de s'exclamer « Auch die Franzosen !» Les Français aussi, mais les Français aussi. Oui. Qu'est-ce qu'ils foutent donc ici? Et encore une fois, puisque je l'avais pris à l'anecdote, donc les Allemands sont toujours un peu surpris de trouver la France présente. J'avais voulu, parce que je suspectais dans les textes que j'avais, qui étaient disponibles, la présence de certains contresens commis par tous les traducteurs, par exemple, de la phénoménologie de l'esprit de Hegel. Alors, j'ai donc été saisi par le souhait de trouver un exemplaire original de la phénoménologie de l'esprit. Il y en a très peu, il y en a ou deux aux États-Unis, il y en a ou deux ou trois en Allemagne. Et je me suis donc adressé à nos amis allemands, des amis que j'avais au centre, aux archives hegeliennes de Bochum. Et est-ce que je pourrais aller passer quelques jours et consulter chez vous l'exemplaire original que vous détenez de la phénoménologie de l'esprit, etc. Est-ce que je pourrais disposer de cet ouvrage pour le consulter sur place? Et à ma très grande surprise, ils n'ont pas répondu à ma demande, mais ils ont posé une question. Mais
pourquoi la France voudrait-elle avoir un exemplaire de la phénoménologie de Hegel? Quelle drôle d'idée que les Français puissent disposer d'un exemplaire de la phénoménologie de l'esprit. Vous voyez, c'est très étrange. Incidemment, c'est quand même une posture qui a énormément changé par rapport à l'époque de Hegel lui-même. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc c'était plutôt l'inverse. Voilà. Alors, vous voyez que les choses sont très différentes. L'idée de l'Europe est très différente aujourd'hui encore, lorsqu'elle habite un Français et lorsqu'elle habite un Allemand. Vous voyez, l'idée de l'Europe, c'est l'idée de ce qui n'est pas simplement une réalité, mais de ce qui est une idée. L'Europe, c'est essentiellement une idée, et une idée qui n'est pas seulement théorique, mais une idée pratique, une valeur. Et par conséquent, encore une fois, répondre à la question aujourd'hui, à une question sur l'Europe, pourquoi vouloir l'Europe aujourd'hui, c'est bien prendre conscience qu'il ne s'agit pas de décrire une réalité, si vous voulez, matérielle, mais au fond une idée, une valeur, et c'est pourquoi ce que je vais dire ce soir pourra bien entendu être sujet à caution et l'objet d'une critique. L'européocentrisme, l'affirmation qu'il y a une réalité essentielle et centrale de l'Europe dans laquelle baignent les pays européens. L'européocentrisme n'est pas français. C'est essentiellement quelque chose d'allemand. Et d'allemand, si vous voulez, plus que moderne, contemporain. Car avant d'évoquer certains journalistes, certains hommes de lettres, etc., allemands sur l'Europe, je voudrais évoquer un autre Allemand, ce qui permettra de relativiser les pensées que j'attribuerai à ces témoins allemands de l'Europe que je vais évoquer dans un instant, un Allemand qui, lui, n'était pas, était d'esprit, pour lui, européen, ça voulait dire cosmopolite. Kant définit l'européanisme comme un cosmopolitisme, c'est-à-dire qu'il voit dans l'affirmation de l'Europe celle de l'universel et qu'il voit dans l'affirmation de l'Europe essentiellement une valeur universelle. L'européanisme, c'est le cosmopolitisme, c'est-à-dire que le sens de l'Europe est d'affirmer non pas l'Europe, mais le genre humain. Si vous le voulez, le slogan « l'Europe aux Européens », ce slogan est un slogan que Kant n'aurait pas partagé. L'Europe et l'affirmation de l'Europe, c'est plus que l'Europe et que l'affirmation de l'Europe, c'est l'affirmation du monde lui-même, c'est le cosmopolitisme. Et je voudrais donc évoquer quelques traits par lesquels Kant lui-même définit l'Européen. L'Européen, c'est quelqu'un qui voyage, et qui voyage
pour voyager, pour voir, c'est-à-dire pour découvrir l'autre. L'Européen, c'est celui qui ne se fixe pas à son statut d'Européen, mais qui veut parcourir le monde entier. Il voyage pour voir et pas pour des raisons utilitaires et pratiques. C'est donc dans sa pratique la plus humble, la plus courante, etc. C'est donc quelqu'un qui s'intéresse à l'universel, qui veut voir tout ce que le monde contient. Et cette affirmation de l'universel se rencontre également dans un autre trait par lequel Kant définit l'Européen. L'Européen, c'est l'homme du droit, c'est-à-dire c'est celui qui soumet toujours dans sa pratique l'emploi de la force au service du droit. Pour Kant, européenne se dit d'une nation qui fait de la loi un absolu. Est européenne toute nation dans le monde qui affirme donc, pas d'Europe, mais le monde lui-même est l'universel. L'Europe, pour Kant, c'est là où règne la liberté. La liberté et la raison pratique, c'est la même chose, et c'est pourquoi Kant exclut de l'Europe, par exemple, la Russie et aussi la Turquie, parce que la liberté n'y est pas un principe absolutisé. L'Europe, c'est donc là où la raison pratique est respectée et honorée. Mais cela signifie que cette Europe, qui se définit par le respect de la raison pratique en son universalité, cette Europe ne peut pas avoir une réalité proprement politique. L'unité européenne ne peut pas et ne doit pas devenir une unité proprement politique. Kant rejette, non pas comme impossible, mais comme nocive. Voire néfaste. Néfaste, si vous voulez. Il rejette donc, pour cette raison, l'idée d'un État européen. Il ne doit pas y avoir de nation européenne parce que cette extension, il ne va pas y avoir des États-Unis d'Europe, etc. On ne peut pas envisager une transposition à l'Europe du modèle américain parce que, étant donné l'histoire, étant donné la géographie, etc., toutes les conditions d'existence de l'Europe, cette nation européenne serait une nation où finalement la liberté serait pratiquée avec autoritarisme, c'est-à-dire où la liberté serait elle-même niée. Donc, vous voyez, j'ai insisté un peu sur la signification qu'a chez Kant l'idée de l'Europe. L'idée de l'Europe est un moyen, une réalisation intermédiaire qui permet d'affirmer l'universalité dans l'existence des hommes. Alors, si nous trouvons cela chez Kant, et nous trouvons des thèmes semblables chez Hegel, qui n'est pas proprement européocentriste, même
s'il souligne le rôle considérable de l'Europe dans le développement de la civilisation, je ne parle pas de ce qu'il en est chez Fichte parce que c'est plus compliqué, il a varié et il y a eu des tentations qui ne sont pas toujours positives, chez lui. Mais si nous quittons les philosophes proprement tels, les philosophes allemands, et si nous évoquons des hommes de lettres, des auteurs, des journalistes allemands, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, là, il faut constater qu'il y a une affirmation proprement européocentrique. Il y a un eurocentrisme pour Klopstock, par exemple. L'Europe, c'est la reine de la terre. Pour Herder, l'Europe, c'est le maître du monde. Et l'Europe, qui est la reine de la terre, qui est le maître du monde, a elle-même son centre, a elle-même son lieu dominateur dans l'Allemagne elle-même. Ce que l'Europe est dans le monde, l'Allemagne est dans l'Europe, à savoir un lieu privilégié à partir duquel l'influence et la diffusion de la culture doit se réaliser. Schlegel, lui aussi, définit l'Allemagne la mère patrie de l'Europe. Voilà donc une idée de l'Europe qui est une idée proprement allemande, mais j'ai voulu montrer qu'il faut distinguer chez les Allemands ceux qui sont animés en tant que philosophes par l'affirmation de l'universel et ceux qui ne sont pas véritablement philosophes et qui ont tendance donc à envisager les rapports entre les hommes et les États à travers la relation de l'obéissance et de la domination. Alors, il y a eu, j'y reviendrai, donc une idée allemande de l'Europe. On ne rencontre pas la présence d'une telle idée dans la littérature française et par exemple dans la littérature espagnole. La France et l'Espagne, je le disais, une vocation impériale, se sentaient à l'étroit dans l'Europe, et c'est pourquoi, en raison du sort commun entre l'auto-affirmation de l'Allemagne et l'affirmation de l'Europe, il y a donc eu une idée proprement allemande, en particulier de l'Europe. Revenons un peu sur les philosophes. Donc Kant est préservé de tout égoïsme européocentriste. On ne trouve pas la même chose chez Fichte, qui, dans les traits fondamentaux du temps présent, affirme le principe germanique comme étant celui, non pas d'une existence universelle, mais d'une existence totale. L'idée de totalité remplace celle d'universalité comme idée dominante. Et ce que Fichte reproche à l'universalisme, c'est son caractère abstrait. Parce que l'universalisme, si vous voulez, n'unifie pas le divers ou les particuliers, mais l'universalisme, c'est l'affirmation égalitaire des divers éléments ou des éléments particuliers.
le principe fichtéen, c'est celui de l'unité de la diversité, l'unité de l'universalité et de la singularité, qui est la totalité, dans laquelle l'universalité est englobée et dévalorisée comme un simple moment. Et pour Fichte, l'universalisme, c'est le fait, à l'opposé de la culture germanique, de la culture romaine, qui fut ensuite catholique, et la France étant la fille aînée de l'Église, qui fut ensuite française. Donc, il y a tout un contexte qui donne sa coloration à l'affirmation de l'Europe, selon qu'on la rencontre, par exemple, chez Kant, ou chez Fichte, ou encore chez Hegel, qui sont pourtant des philosophes de la même époque. Pour Hegel, dans son histoire, l'Europe et l'Occident européen, l'Occident de l'Occident, a été le lieu essentiel de la culture, puisque la propagation de la culture de l'Orient vers l'Ouest, vers l'Occident, cette propagation, lorsqu'elle fait quitter l'Europe pour aller en Amérique, cette propagation n'est rien d'autre qu'une simple répétition. Hegel ne croit pas du tout à une novation culturelle fondamentale de l'Amérique. Et c'est pourquoi il considère que l'histoire de la culture est close avec lui-même, qui réalise la synthèse de toute la culture européenne. Eh bien, cette Europe qui est le développement de l'idée, de l'esprit et de la culture, cette Europe a pour lui un avenir assuré face à ce dont elle provient, l'Asie, et à ce vers quoi elle se dirige, à savoir l'Amérique. Hegel a essayé de décrire tout le mouvement de la civilisation depuis l'Extrême-Orient jusqu'à l'Occident, mais il considère que ce qui est à l'Occident de l'Occident européen ne comportera pas, ne pourra pas comporter de novation fondamentale. D'ailleurs, il le dit, la vraie limite, il le dit, il la loge finalement dans l'Orient lui-même. Quand on franchit l'Indus, dit-il, on entre dans l'accomplissement de la culture humaine. C'est-à-dire que l'esprit européen commence avant l'Europe, vous voyez, lorsque on quitte l'Inde, qui, comme la Chine, sont les pays du statisme culturel. On quitte le statisme chinois et indien pour entrer dans une culture qui est essentiellement désormais une culture historique, où l'esprit n'est pas simplement la sublimation de la nature, mais s'exprime comme ce qui, en sa potentialité, n'est pas naturel, mais proprement culturel, la seconde nature, la culture, c'est-à-dire
procède non plus de la répétition de la routine, mais de la liberté et de l'invention. Eh bien, c'est dans cette Europe, donc, une fois qu'on a quitté l'Asie, et avant qu'on aille à l'Amérique, c'est dans cette Europe que la culture a son lieu essentiel. Elle a été animée essentiellement par l'affirmation de ce que l'homme sentait comme essentiel en lui, ce qui définit l'humanité elle-même. Et ce qui définit l'humanité elle-même, c'est la liberté qui est originaire en l'homme sous la forme du libre arbitre, de l'arbitraire, qui se manifeste tout de suite dès les premières gesticulations de l'enfant. On voit combien il est inventif. Le petit des animaux n'a pas cette inventivité, mais le petit humain qui vient naître, déjà dans sa gesticulation, dépasse l'automatisme, la répétition. Il s'agite, mais en inventant déjà. Comme si la nature de l'homme, dès sa première manifestation, exprimait la liberté. Ça ne veut pas dire que cette liberté est totalement réalisée, parce qu'elle ne serait plus la liberté si elle était. S'il y avait un être, c'est l'identité à soi, de la liberté ne serait pas fondamentalement libre parce qu'elle ne serait pas libre vis-à-vis d'elle-même. Elle ne pourrait pas se changer en faisant tout de suite autre chose que ce qu'elle a fait d'abord. Voyez, la liberté ne s'affirme que comme libération. Mais il n'y a pas de libération possible s'il n'y a pas originairement, dès la naissance, enfin, une manifestation de la liberté. C'est ce paradoxe de la liberté, elle est d'emblée en tout homme, et deuxièmement, elle est toujours à faire et à se faire. On est d'emblée libre, et cependant, on a à se faire sans cesse libre. Pas de liberté sans libération, mais pas de libération sans liberté originaire. Et ça a été le grand tort, la grande faute qui a été fatale au régime socialiste, qui ont cru qu'au nom de la libération, qui est une tâche à entreprendre et à poursuivre sans cesse, on pouvait brimer, croyait-on à titre temporaire, la liberté originaire, le libre arbitre, même le caprice qui est à discipliner, mais non pas à annihiler. Pas de liberté sans libération et pas de libération sans liberté. Alors, c'est cela que l'Europe a affirmé. C'est cela qui est le moteur de l'histoire et c'est cela que l'Europe a affirmé et pour l'essentiel, parce qu'elle a eu l'idée des conditions concrètes qui étaient exigées pour qu'une existence soit libre, parce qu'elle a affirmé, enfin, après avoir tâtonné dans le progrès historique, parce qu'elle a affirmé théoriquement et pratiquement en 1789 que l'existence humaine devait être une existence libre. Alors, bien sûr, universaliser les conditions nécessaires qui forment système
de la liberté. Les universaliser réellement de par le monde est une tâche infinie. Mais on n'a plus à chercher en quoi consiste la liberté. On sait désormais en quoi elle consiste. Quelles sont les libertés concrètes qui sont nécessaires et comment elles s'articulent entre elles. Liberté privée, liberté collective, liberté sociale et liberté politique, etc. On sait finalement, en gros, en quoi consiste le système des conditions concrètes de la liberté, et Hegel pense qu'il les a découvertes et dites, et d'ailleurs, je ne vois pas qui l'a vraiment enrichi et complété, parce que tout se trouve chez lui, et les États les plus développés de l'univers sont des États qui, actuellement, sont tous de type hegelien. Même si vous appelez le chef de l'État président et non plus monarque héréditaire, on sait en quoi consiste un régime de liberté, l'autorité d'un chef de l'État, la participation active de tous les citoyens, de toutes les citoyennes, etc., l'existence de groupes intermédiaires, car c'est toujours l'intermédiaire, le collectif, le groupe qui médiatise le singulier et l'universel, l'individu et les totalités. On sait en quoi ça existe. On n'a plus, il me semble difficile maintenant d'écrire un ouvrage qui révolutionnerait la connaissance des conditions essentielles de la liberté. C'est pourquoi, après 1789, donc au moment où Hegel va écrire, l'essentiel de l'histoire comme réalisation et d'abord connaissance des conditions de la liberté est achevé. Je l'ai déjà dit, je redonne, je répète, de 1789 à 1989, on a pensé que la devise républicaine devait se développer dans cette application, et on s'était occupé de la liberté, maintenant il fallait penser à l'égalité. Alors il y a eu 2 siècles d'égalitarisme tenté dans des conditions qui n'étaient pas adéquates, parce qu'on a pensé qu'on pouvait commettre des entorses au respect de la liberté pour réaliser plus vite l'égalité, et ça s'est révélé absolument catastrophique. Alors après 89, on s'est mis à la réalisation de la 3e vertu républicaine, la fraternité. Mais enfin, il ne faut pas que ça fasse oublier que la réalisation de la fraternité ne doit pas faire oublier la réalisation dans la hiérarchie que j'ai dite, d'abord et toujours... Vous l'avez déjà dit plusieurs fois. Oui, et ensuite de l'égalité. C'est notre point de désaccord, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui parce que je voudrais qu'on insiste sur nos points d'accord juste après. Oui. Bon, alors, je pense que l'avenir de l'Europe est assuré face à l'Asie et face à l'Amérique. L'Europe présente, si vous voulez, une tentative de pacification des relations entre les peuples, entre les nations, et cette unité de l'Europe, c'est une unité qui s'est faite essentiellement par la pratique poursuivie d'une vertu que les Grecs avaient illustrée, à savoir que l'esprit et la culture se développent par l'accueil de l'autre et l'accueil de l'étranger. Pour Hegel, le miracle grec
qui a fait le miracle européen. Le miracle grec est constitué par le fait que les Grecs ont accueilli l'autre et l'étranger. Ils ont emprunté au monde entier, à l'Égypte, etc. Le miracle grec, ça a été l'accueil de l'autre et un effort pour non pas opposer une culture à une autre, mais pour essayer de réconcilier les cultures entre elles en accueillant ce que l'autre peut apporter. Et les héritiers des Grecs ont été, du moins ils se considèrent comme tels, les héritiers des Grecs ont ensuite été pour Hegel les Germains. Les Germains ont donc assuré cet héritage grec dans la mesure où leur entreprise ne s'est pas faite au nom de l'universalité abstraite, mais au nom de la totalité. L'âme germanique était une âme native, naïve, et elle a accueilli tout l'héritage culturel qui s'était accumulé autour du bassin méditerranéen. La mer relie plus qu'elle ne sépare. L'unification spirituelle, c'est une unification qui s'est faite d'abord à travers le monde grec, à partir du lien méditerranéen. Eh bien, l'âme germanique, cette âme naïve qui ne demandait qu'à se remplir, a absorbé tout le contenu de la culture qui avait été édifiée autour du bassin méditerranéen, et c'est les Germains, ce sont les Germains, les Allemands, qui ont opéré la totalisation achevée par la grande culture allemande et à travers l'œuvre hegelienne en particulier, la totalisation de tout ce que l'esprit avait produit. Par conséquent, l'Europe, c'est cette totalisation de tout l'héritage culturel qui a été accompli d'abord essentiellement par les Germains qui étaient dépourvus de l'esprit en son caractère culturel et brillant, et qui se sont aliénés en essayant de se remplir de tout l'héritage de l'Antiquité. Je voudrais m'attarder encore un peu donc sur la signification de l'Europe et en particulier de ce qu'on pourrait appeler l'effort pour construire une Europe politique. On parle beaucoup du couple franco-allemand, alors je voudrais revenir un peu sur l'apport français. Le thème a été présent chez Rousseau. Rousseau souligne que la nature a favorisé l'unification politique de l'Europe parce que en Europe, la géographie est telle que les habitants peuvent circuler d'une région à l'autre, il n'y a pas de véritable barrière infranchissable, il y a une variété de climats et de pays qui permettent l'existence de la diversité culturelle et en même temps de
la rencontre de ces cultures diverses, et sinon une unification des cultures, mais une réconciliation des cultures. Cette l'édification d'une Europe culturelle a été favorisée par la nature. Et Rousseau dit que l'histoire ensuite a favorisé l'amplification de ce que la nature avait déjà favorisé. L'unification opérée par Rome, ensuite par le christianisme, ensuite par la civilisation technique, cette unification donc a permis l'existence de l'Europe comme d'une unité consciente d'elle-même, se définissant elle-même, se valorisant elle-même et pouvant donc se développer dans une certaine maîtrise d'elle-même. Alors, du côté allemand, l'affirmation de l'unité européenne est allée de pair avec l'affirmation d'une unité de l'Allemagne. Et cette unité à construire a été, aussi bien en ce qui concerne la construction de l'Europe que la construction de l'Allemagne, une unité de type fédéral, c'est-à-dire une unité n'opprimant pas la diversité, mais la conservant et la réconciliant avec elle-même, de telle sorte que la construction de l'unité européenne et la construction de l'unité allemande ont été intimement liées. Dans les deux cas, on a rejeté la tradition sans évolution de la Russie, le voisin de l'Est, et l'évolution sans tradition de l'Occident de l'Europe, en particulier de la Grande-Bretagne, à savoir du relais européen de l'Amérique. L'Europe et l'Allemagne en elle se sont construites donc dans le rejet de la tradition sans évolution, d'une part, et de l'évolution sans tradition, d'autre part, et cette réconciliation s'est opérée à travers, donc, la fédération. L'Allemagne a ménagé dans son histoire l'unité, mais en tension à l'intérieur d'elle-même, l'unité tendue de la romanité et de la germanité. C'est l'Allemagne qui a opéré la synthèse de la germanité et de la romanité, et non pas la romanité qui a opéré, aux yeux de Hegel, sa synthèse avec la germanité. L'Allemagne est donc la mère patrie de l'Europe, mais la philosophie proprement dite en Allemagne, qu'il s'agisse de Kant, qu'il s'agisse de Hegel, qu'il s'agisse de Nietzsche aussi, a rejeté une unité européenne proprement politique. Unité culturelle, oui, bien sûr, mais pas d'unité politique. C'est le cas chez Kant, des accords, bien sûr, entre les États européens dont le souhait kantien serait qu'ils deviennent tous des républiques, parce que la république seule est pacificatrice, elle est pacifiante. La république à l'intérieur, c'est la paix entre les nations quand elles sont républicaines. Donc, Kant
est un universaliste, mais refuse toute construction politique de l'Europe qui deviendrait nécessairement une construction autoritaire et à la suite de cet épisode totalitaire se renverserait ce qui est encore pire pour Kant, mais qui a la conséquence de tout autoritarisme et de tout totalitarisme, à savoir l'anarchisme, car le destin de tout totalitarisme, c'est nécessairement l'anarchisme, et pour Kant, l'anarchisme, c'est évidemment le mal absolu. Alors, chez Hegel, là aussi, il y a le rejet de tout État européen supranational. Pour Hegel, la réalité politique définitive, c'est l'État national, socio-économiquement, d'une part, libéral et solidaire. Mais d'abord libéral, le libéralisme d'abord. Et ensuite, c'est nécessaire, mais ça doit venir en second lieu, après. La solidarité. Voyez? Donc, l'État socio-économiquement libéral et solidaire, il insiste là-dessus, et politiquement autoritaire, mais avec la participation de tous les citoyens. Non pas parce que les individus, dans leur ensemble réunis, sont plus intelligents que tout autre principe politique, mais parce que la liberté doit être reconnue à l'homme dans toutes ses activités, et en particulier la liberté politique par la participation. Mais en ce qui concerne le rôle du chef de l'État, Hegel, vous le sait, et vous le savez, considère que le prince constitutionnel, même héréditaire, c'est pas si mal que ça, parce que ça annule les épisodes électoraux quand il s'agit de désigner le chef de l'État, et que, au fond, même si la naissance n'arme pas toujours le détenteur du pouvoir, il y a tellement de contre-pouvoirs dans tous les corps intermédiaires, etc., que finalement, même si le chef de l'État n'est pas tellement futé, c'est pas pour autant qu'il conduit le pays à la catastrophe, parce qu'il n'est quand même pas tout seul. Il a à signer, à mettre le point sur l'I. C'est fondamental, mais enfin, c'est pas un travail extraordinaire. Et il y a suffisamment de participation des citoyens et de travail des fonctionnaires pour que le I sur lequel il doit mettre le point... Il doit être plutôt performatif que performant. Soit bien délibéré. Et chez Nietzsche non plus. Donc voilà l'État que Hegel propose, mais pas d'État supranational. La nation est définitive. Alors vous allez me dire, mais on peut bien envisager la formation d'une nation européenne. Enfin, moi je ne vous le dis pas comme vous le savez, mais d'autres le font, oui, bien sûr. Mais une nation, ça se constitue pendant des siècles. Et peut-être qu'on peut envisager l'existence d'une nation européenne, mais il faudrait combien de temps? Et puis, qu'est-ce que ça ferait de mieux? Qu'est-ce qu'on ferait de mieux avec une nation européenne? Les réalités nationales se sont formées laborieusement dans la difficulté. Alors, celles qui existent comportent parmi leurs membres des gens qui sont des adversaires politiques farouches, mais pas des ennemis. Finalement, ils cohabitent. Et puis, ils finissent même par devenir tellement familiers les uns des autres que si l'adversaire vient à manquer,
Ben, ça attriste celui qui aimait débattre avec lui. Alors, c'est donc ces nations qui sont définitives, et Nietzsche, sur ce point, rejoint ses compatriotes et ses adversaires, dont le plus grand était Hegel. Il est tout à fait d'accord pour rejeter toute unité européenne Nietzsche qui est politique. très critique vis-à-vis de la germanité et des Allemands. Bien sûr. Beaucoup plus que Hegel. Ou Kant ou Fichte. Bien sûr. Bien sûr. Mais, enfin, ce serait trop long. Nietzsche est quand même allemand. Oui, il n'y a pas de doute. Ben voilà, il est un petit peu ambivalent, on va dire, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il est quand même... Il y a un très beau passage, je ne sais pas si vous en souvenez, vous savez, où il parle de l'allemand, il faut se méfier de l'allemand avec ses yeux bleus, sa robe de chambre, il a l'air d'être complètement inoffensif, mais en fait, il est terrifiant. Je retrouverai le passage. Il y a des éclairs de lucidité chez Nietzsche sur ce plan-là. C'est rare, mais ça arrive, en termes de jugement politique, bien sûr. En tout cas, sur les Allemands, il est assez parfois sarcastique et à juste titre. Il y a un auteur dont je vous recommande la lecture avec précaution, mais qui a aussi de l'envergure. Il a été très critiqué, on peut le critiquer, mais c'est quand même un grand auteur, à mes yeux. C'est Oswald Spengler, dans le déclin de l'Occident. Oui, il a été oublié beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a une époque où il était plus en vogue, on va dire. Et puis, il a une excellente idée qui ajoute à Hegel. C'est rare, hein, dites. Oui, surtout dans votre bouche. Oui. Bon, alors c'est une première. Oswald Spengler, le déclin de l'Occident, le début, alors, il y va de sa métaphysique, c'est assez horrible. Hein, mais après, c'est considérable. Et oui, il y a un côté prémonitoire. Il révolutionne quand même la philosophie de l'histoire par un point qui est le suivant. Qu'est-ce qui fait l'histoire? Je vais faire un petit livre où je vais développer ça. Oui. Bon, ouais. On a la primeur, donc. Oui. Qui fait l'histoire? Hegel a donné une réponse. Oui, Marx une autre, hein, comme c'est le sujet de notre éternelle polémique. Elle est un peu du même ordre, alors que Marx ajoute quelque chose aussi. Oui. Pour qu'il y ait de l'histoire, il faut qu'il y ait des grands événements de sens universel qui révolutionnent l'histoire, mais en assurant une continuité, parce que ce qui meut l'histoire, c'est d'abord la liberté. L'affirmation de soi de la liberté, elle est très longue. Qui fait l'histoire? Il faut qu'il y ait un grand homme, un héros de l'histoire, les grands hommes, qui rencontrent et qui utilisent comme levier de révolutionner les choses un peuple. Voyez. Un agent singulier, le grand homme, qui saisit une des exigences de l'époque, et puis le peuple, l'universel. Spengler dit « ça ne suffit pas ». Entre le héros de l'histoire du monde et l'élément universel, le peuple qui suit le grand homme, entre le singulier et l'universel, il faut un médiateur qui est le particulier. Et Spengler le dit, ce particulier,
c'est une équipe. Je n'emploie pas le mot, c'est une équipe. Vous allez nous parler de Lénine bientôt. C'est un groupe. C'est un groupe. Et des bolcheviks. C'est une minorité. Mmh. Oui, oui. C'est une minorité. C'est la révolution d'octobre. L'histoire, elle est faite par des minorités agissantes qui médiatisent les deux éléments opposés de la chaîne de l'action que Hegel avait absolument bien décrite, mais Spengler, à mes yeux, il ajoute ça. Et je lui en fais crédit comme donc à quelqu'un qu'il faut lire, même si on n'est pas d'accord avec lui. Et vous allez nous faire relire donc bientôt. Voilà, le déclin de l'Occident, des Untergang des Abendlandes. Un titre qui résonne étrangement, Oui, qui fait étrangement écho à l'actualité. Oui, oui, oui. Dites, relisez Oswald Spengler. C'est un grand. C'est une... Vous voyez, je vous livre... Oui, oui, Voilà. On est très honoré et gratifié d'avoir une fois de plus une primeur de votre part. Oui. Une annonce l'histoire est exclusive. faite par des équipes. Et il y en a un qui actuellement se voit interdire de faire l'histoire. Ah. Parce qu'il n'a pas d'équipe. Ah, je crains savoir de qui vous allez me parler. Mais oui. Ben oui. C'est notre ami Emmanuel. Oui. Il n'a pas d'équipe. Si? Non, il n'a pas d'équipe. Non, il n'y a pas d'équipe. Ben non. Non, mais il ne correspond pas non plus aux autres critères. C'est ça Comment le problème. Les autres critères ne sont pas davantage réunis. Celui-là est Il n'a pas plus d'équipe qu'il n'y a les autres aspects que vous avez évoqués. Oui, oui, d'accord. Voilà, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'on est loin du compte avec Emmanuel. Oui, oui, mais enfin, oui, oui, non, mais c'est vrai. Très loin du compte. Pas seulement l'équipe. Oui, on a vu l'équipe de bras cassés qu'il a récupérée, mais enfin, c'est lié à ce qu'il a amené là où il est aussi, Oui, hein, et aux gens qui tirent les ficelles de ce pantin quand même. Bon. Il a toujours fallu, vous voyez, des équipes, une minorité agissante. Dans la minorité agissante, dans le cas qui nous intéresse, comme nous le savons, c'est la finance internationale. Donc on ne doit pas être très surpris qu'effectivement cette équipe soit assez peu efficace dans la perspective de faire progresser positivement l'histoire. Sans même parler de révolution sociale. Dans le cas de Lénine, on est mieux dans la configuration que nous décrivait Spengler quand même. Oui, seulement. Y compris les résultats. Je sais que nous ne sommes pas forcément d'accord là-dessus, mais y compris les résultats. L'équipe, c'est le moyen terme, donc le milieu. Mais savez-vous quelle est la tentation originaire et fondamentale du milieu? C'est de se faire un centre. Vous comprenez? Oui, mais je vous laisse poursuivre. Vous avez assez interrompu. Voilà. C'est de se faire un centre. Et donc c'est dangereux, mais s'il n'y en a pas, et si le chef veut rester, ou le leader veut rester tout seul face à tout le monde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait rien. Sauf des réformes formelles. Mais pas de solution des grands problèmes. Mais en fait, il n'a pas été mis là du tout pour ça. Bon. Il a été là pour casser le droit du travail, mettre en place votre libéralisme chéri, la politique patronale, détruire tout l'État social. Il n'a pas du tout été là pour faire autre chose que ça. Oui, mais dites, donc il le fait. Ce ne sont pas résoudre... De plus en plus difficilement, mais il le fait. Ce n'est pas résoudre les grands problèmes qui se posent. On est bien d'accord. Qui ne sont pas des problèmes d'ordre politique, qui sont des problèmes beaucoup plus difficiles, d'ordre écologique, d'ordre démographique, surtout comme vous l'avez rappelé fort justement dans vos précédentes interventions, difficile de dissocier les deux. L'Afrique, etc. Vous voyez, c'est à mes yeux ce qui limite considérablement
la politique d'Emmanuel Macron. Vous voyez, il n'a pas d'équipe. Voilà. On peut dire que de toute façon, il ne pouvait pas en être autrement. Est-ce que vous êtes arrivé à la conclusion... Oui, j'ai assez dit de sottises. Non, pas du tout. Non, parce que avant de passer la parole au public, il y a certainement des tas de questions à vous poser. Je vais essayer d'en... mais peut-être que vous vouliez rajouter... Non, mais je veux... Non, ça va. C'est sûr. Parce que, mais ça va peut-être vous amener à évoquer des choses que vous vouliez dire. Donc j'ai repris... mais alors, Spengler, lisez-le. Spengler, vous allez le relire grâce notamment à la recension que nous en prépare Bernard Bourgeois. Donc on attend ça. Comme il est extrêmement prolifique en ce moment, puisqu'on n'a même pas eu le temps encore de préparer quelque chose sur le Pour Hegel qui est sorti il n'y a pas si longtemps, dans la foulée. Alors... non, parce que, vous voyez, si vous regardez la production... il y a un nombre d'ouvrages considérables qui paraissent. Mais qu'est-ce qu'il y a à lire qui apporte du nouveau et qui soit important? Mais là, c'est un de nos vieux points d'accord depuis longtemps. Il n'y a rien. Depuis Hegel et Marx, rien. On dit ça du même mois. Alors je réhabilite ce soir Spengler. Mais voilà, là vous avez réhabilité quelqu'un. Enfin, il y a du nouveau. Voilà. Même s'il n'est pas tant que ça. Voilà. Alors, donc avant de passer, une question aussi brève que possible, qui renvoie à de nombreuses discussions qu'on a eues ici, à des questions que vous abordez aussi dans l'ouvrage. En question, qui est là, donc pas seulement dans la deuxième partie, d'ailleurs également dans la première, et qui était un point qui était un petit peu intriguant et parfois confus pour beaucoup des jeunes gens ou moins jeunes qui ont assisté à vos précédentes interventions ici, qui est revenu assez souvent et qui est assez important d'un point de vue politique, et que vous avez évoqué, qui est la question de la totalité et de la totalisation. Alors il me semblait qu'il était assez congru à cette conférence à propos de l'Europe, parce que si on a bien une totalité qui n'a pas de totalisation pour la porter, une totalisation qui ne débouche sur aucune totalité au sens hegelien, il me semble, là je vous dis ça sous votre contrôle, c'est bien cette pseudo-construction européenne complètement chimérique qu'on nous sert, dont vous avez montré un certain nombre des contradictions qui sont au cœur justement de son caractère indépassable. Vous savez bien que je ne crois pas à la construction d'une Europe politique. Oui, mais ça je crois qu'on on le savait, je crois que tout le monde l'a compris, mais je veux dire, le jugement hegelien, le jugement dialectique dans les catégories hegeliennes et au-delà d'ailleurs, parce que c'est souvent confus cette idée de totalité, de totalisation, et bien la distinguer de l'idée de totalitaire, bien qu'on pourrait faire une petite glose là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut dire que, pour toutes les raisons que vous avez dites, et beaucoup d'autres qui sont sous nos yeux aujourd'hui, liées aux péripéties, que ce soit géopolitiques, économiques ou sociales, que nous vivons, qui sont sous nos fenêtres, comme dirait Hegel, est-ce qu'on peut dire qu'on est confronté justement à une chimère idéologique liée... Vous avez rappelé le Fichte qui voyait beaucoup les choses du point de vue de la totalité et qui se contrefichait de la totalisation. Les marxistes pour qui, sans même parler des bolcheviks ou des communistes, pour qui la totalisation est essentielle, indépendamment du fait qu'on les traite de totalitaires, mais parce qu'elle débouche sur une totalité réelle et rationnelle. Alors est-ce que justement le caractère irréel et irrationnel de cette chimère qu'on appelle construction européenne, sans même parler de ces protubérances grotesques du genre OTAN, Euro, BCE et compagnie, là on entrerait dans la raison pratique et économique. Est-ce que dès le départ c'est cette illusion sur le fait que si on doit tout voir comme contradiction en procès, là on a un processus de totalisation qui par lui-même du fait de ces déterminations ne peut en aucune manière déboucher sur une totalité rationnelle. Si vous voulez, il y a eu un penseur qui lui aussi pensait qu'il n'y avait que des totalisations et jamais de totalité. Bon. Ceux qui ont suivi les précédents de qui Bernard Bourgeois va parler. Bon, je veux parler ce soir, bien sûr, ici, de Sartre. Sartre répète ça à longueur de page dans ce livre devenu illisible. Parce qu'il aurait pu dire en 10 pages ce
qu'il a dit auprès Bah, il a dit en une phrase à la fin, mais je vous laisse... enfin, il a dit à la phrase, le marxisme est la philosophie indépassable de ce temps, Oui. parce que ce temps est loin d'avoir dépassé ce que décrit Oui. Marx. Et il a fini par avouer que la critique de la raison dialectique, il n'y arriverait pas. Oui. Mais je vous laisse sur totalité, totalisation. Mais c'est vrai qu'il a rempli des pages hein, pour essayer d'y arriver. Non, c'est devenu illisible. Illisible. Et donc oui, c'est totalité, totalisation, donc ça donne pour ceux qui connaissent un peu Sartre, c'est le fameux, d'un point de vue politique explicite, c'est le groupe en fusion, les choses comme ça. Voilà. Ça, Alors alors est-ce qu'on pourrait, je vais pas, comme nous sommes d'accord finalement, je vais passer une fois de plus. Je voulais juste vous poser une dernière question. Ça, on en a déjà beaucoup parlé lors des de vos précédentes interventions, mais aussi l'idée de nation et de supranation, parce qu'elle est utilisée idéologiquement avec cette espèce de pseudo-progressisme qui s'opposerait au nationalisme. Ça, c'est votre camarade Emmanuel qui nous a sorti ça. Il représente les progressistes et en face, il y a les immondes populistes qui, en réalité, sont les nationalistes. C'est-à-dire, sous-entendu, les fascistes. Alors, est-ce que vous pouvez faire un petit commentaire alors, ma position était claire. Je refuse le nationalisme parce que le nationalisme consiste essentiellement à privilégier une nation, la sienne, au détriment des autres. Je suis internationaliste. Oui. Je veux dire par là que la réalité collective essentielle, à base des rapports entre les hommes, c'est la nation, c'est-à-dire ce sont les nations. Oui, internationaliste au sens où on ne peut pas être internationaliste s'il n'y a plus de nation. Voilà. Tout simplement. Mais je pense que... Les nations sont la base de l'internationalisme. C'est la réalité fondamentale. Je pense que la nation est indépassable. Et une nation, ça ne se forme pas à coup de résolution. Ou de directives de la Commission européenne. Quand on a voulu créer une nation, vous savez, par exemple, réunissant l'Égypte et la Syrie. Oui, la République arabe unie, on se souvient de ça. Ça n'a pas duré longtemps. La nation relève d'un processus, et non pas d'une procédure ou d'un ensemble de décisions. Vous voyez, il y a une pesanteur historique qu'il faut reconnaître, exploiter, etc. Mais la nation, pour moi, c'est la réalité, c'est le lieu c'est la totalité concret à partir duquel on peut affirmer, on peut dénoncer aussi le nationalisme. Bien sûr. Voilà, mais parce que c'est une unité viable, elle ne peut pas être trop petite. C'est pourquoi la petite patrie, c'est formidable, mais on ne peut pas en vivre. Oui. La nation est une réalité concrète de vie dans laquelle l'histoire fait qu'il y a des adversaires, mais pas des ennemis, des adversaires, mais pas des ennemis. On est d'accord sur un certain nombre d'exigences, de valeurs communes, etc. Mais la nation, ça n'a rien à voir, c'est pas une réalité seulement juridique. Bien sûr, le contrat est important, il faut faire comme si j'aurais pu, en tant que législateur, affirmer le régime dans lequel je vis maintenant. Mais en réalité, l'histoire procède autrement. Et il faut que je puisse considérer que j'aurais pu consentir à la construction de l'État dans lequel je vis, etc. Mais la nation, c'est une réalité historique, concrète, dans laquelle, je vous dis, on peut tout faire, exprimer ses valeurs, y compris la dénonciation du nationalisme, mais c'est le milieu à partir duquel on peut construire sa vie librement, etc., dans le respect de la liberté des autres. C'est à mes yeux, c'est la réalité collective, communautaire de base.
Bien, alors là je vais maintenant, merci Bernard Bourgeois, je vais passer la parole au public. S'il y a des questions, il y en a, alors deux. Bon, on va passer d'abord la parole. Bon, ça va, il n'est pas trop tard. Vas-y. Non, merci beaucoup. En fait, j'ai trouvé très intéressant cette sorte de dialectique entre nations impériales, donc France, Espagne, Grande-Bretagne, et face à l'Allemagne comme étant une nation non impériale, comme pour un peu expliquer pourquoi, en effet, dans le discours, on voit beaucoup cette notion européenne chez les Allemands. Mais est-ce qu'il n'y a pas... Et donc là, peut-être, on peut ajouter un peu aussi toute une dimension géopolitique de mer, parce que notamment, c'est intéressant que l'industrialisation allemande arrivait tard, et toute cette économie s'est basée sur l'échange entre tous les fleuves, etc. Mais bon, au-delà de ça, est-ce qu'il n'est pas lié aussi au fait qu'au final, il y avait une autre notion de l'Empire, là, un peu l'ombre, disons, un peu l'ombre d'une autre notion de l'Empire, et notamment Hegel lui aussi, quand il cherche un peu à trouver toute la constitution de Gutenberg et tout ça, pour voir un peu, et il dit, bon, il y avait l'Empire, mais maintenant il faut faire un peu la transition de l'Empire à l'État-nation, à l'État-nation, entre guillemets. Et donc, est-ce qu'il peut-être, je ne sais pas, cette idée de, justement, fédération des nations au niveau européen et tout ça, est-ce qu'il n'est pas lié au final à une notion d'empire, à la notion d'empire romano-germanique, je pense. Oui. Cette sorte d'ombre qu'il y avait encore là avant Napoléon, en fait. Oui. Je vais prendre bon, ça, la question est claire. La deuxième question... J'aimerais revenir un petit peu sur un des chapitres de votre livre intitulé donc, « Éduquer à l'Europe ». Et donc, je trouve que c'est tout à fait opportun de rapporter la question européenne à la question de l'éducation, parce que... À la question d'une éducation, comme vous le faites dans le livre, parce que vous connaissez certainement le mot de Paul Valéry, l'Europe n'a pas eu la politique de sa pensée, et Valéry estimait que l'Europe, si elle s'était particulièrement distinguée dans le domaine de la connaissance et de la science, c'était distinguée, disons, en politique par ses... Enfin, c'est la thèse de Valéry, par ses largesses, et qu'elle n'était pas à la hauteur en politique de ce qu'elle avait produit au niveau de la connaissance objective, si vous voulez. Et ce qui me semble particulièrement intéressant dans le contexte actuel, c'est que on a un des chefs d'orchestre, enfin un des membres de l'équipe de notre président, donc M. Blanquer, qui a proposé une réforme de l'enseignement, et en particulier de l'enseignement de la philosophie et de la littérature. Donc il a proposé une option intitulée « Humanité, littérature et philosophie », dans laquelle il décompose plusieurs périodes, et je voudrais vous en citer deux. Donc, la première, c'est Renaissance, âge classique, lumière. Et parmi les thématiques qui devront être étudiées, il y a donc décrire, figurer, imaginer le monde et l'homme et l'animal. Donc vous voyez bien que dans ces thématiques-là sont évaporées les questions proprement politiques, et ça me semble significatif. Et dans un deuxième temps, il y a la période qui se va du romantisme au XXe siècle, et où là les thématiques sont expression de la sensibilité et les métamorphoses du moi. C'est-à-dire qu'il n'est absolument pas question de politique. Alors, j'aimerais savoir comment vous réagissez face, on va dire, à cette contradiction-là de quelqu'un qui nous vend une Europe prétendument politique, mais qui, dans les mesures éducatives qui pourraient permettre l'accomplissement d'une Europe politique, en fait, la rend impossible et impensable. Voilà, alors il y a deux questions.
Je vous laisse répondre dans l'ordre que vous voulez. Oui, non, mais il est bien évident que... Blanquer, oui, vous connaissez, pour l'anecdote, on va pas la... Bernard Bourgeois vous racontera peut-être ça tout à l'heure, off the record comme on dit, mais Blanquer vient après de nombreux ministres de l'éducation nationale, dont certains ont consulté à certaines époques Bernard Bourgeois, et donc la quasi-totalité ont eu tous des politiques plus calamiteuses les unes que les autres. Donc effectivement, là on touche le fond avec ce qui ressemblerait à ce qui reste comme équipe à Macron. Mais bon, on va peut-être donc du coup d'abord répondre à cette question-là et après, je te promets, on va répondre à la tienne. Vous avez presque répondu pour moi alors. Pardonnez-moi. Non, mais il y a des points assez précis là et très pertinents qu'a cité Louis là. Je ne suis pas d'accord avec lui, bien sûr. Mais non. Non, mais je me suis battu toute ma vie de professeur et de professeur d'université pour défendre enfin des exigences traditionnelles de l'école républicaine française. J'ai renoncé depuis longtemps parce qu'on en est arrivé maintenant à un degré de désordre, de désastre extraordinaire. Je me demande où on peut faire instruire et éduquer les enfants. Non, mais, tu vois, j'ai ma petite fille dans un lycée parisien. C'est incroyable. Les maîtres n'ont jamais été, non je ne veux pas dire le reste, et ils n'ont jamais été aussi exigeants. C'est inouï ce qu'on ose demander à des enfants de seconde, par exemple. Et en leur proposant si peu. C'est moi qui en leur proposant si peu à titre propédeutique ou même comme formation. C'est moi qui suis obligé de faire les devoirs. Alors le professeur lui a mis 17, enfin il m'a mis 17 et puis il a dit 17, je remets 3 points, c'est-à-dire que j'ai eu 20. Mais non, il y a des enseignants, les enseignants, je les connais, ils font leur travail de façon admirable et difficile. Mais les conditions de l'enseignement sont devenues épouvantables. Sont devenues épouvantables. Les directives. Mais je me suis battu pendant des années et des années. J'avais même, une fois, j'étais allé voir le ministre, après la clôture d'un jury d'agrégation, j'étais allé voir Savary. Et je lui avais dit, monsieur le ministre, enfin écoutez, fichez la paix aux enseignants français. Ils savent faire leur travail. Savary, c'est le début de l'époque Mitterrand. Hein. 15 jours après, Luc Ferry me téléphone. Vous allez voir, c'est très drôle. Bon, j'espère que vous allez la raconter en entier. Je suis très ennuyé. Le ministre vient de me dire qu'il mettait fin à vos... Luc Ferry qui vous avez eu comme prof. Que j'ai eu comme élève. Oui, oui, oui. Qui me désignait pour présider le jury d'agrégation, parce que je suis désolé, mais enfin, autant que ce soit moi qu'un autre, mais j'ai ennuyé que ce soit vous. Et bon, des difficultés. Et puis il y a eu un changement. Non, mais on va raconter toute l'histoire. Elle est un peu cruelle pour Luc Ferry, donc je vais la raconter. Non, vous la racontez. Moi, je la raconte brièvement. Alors, Bernard Bourgeois lui dit, mais non, vous devez refuser, bien sûr, c'est scandaleux ce qu'on nous demande de faire. Il dit, ah oui, mais quand même. Bon, il était très embêté, Luc Ferry, parce qu'il était content de récupérer le poste. Et puis, il rappelle Bernard Bourgeois, il dit, bah finalement, j'ai accepté, parce que vous savez, sans ça, si c'était pas moi, ce serait pire. Alors voilà, je vous laisse raconter l'épilogue moral de cette histoire. Un changement de ministère, je ne sais plus si c'est Fabius qui a remplacé... oui, c'est l'époque où Fabius arrive, oui. Oui, et alors Chevènement était nommé ministre de l'Éducation nationale.
il m'a rétabli, il a cassé l'arrêté qui désignait mon successeur, et il m'a rétabli immédiatement dans mes fonctions. Il m'avait d'ailleurs promis un grand rectorat et j'avais posé une condition. Vous supprimez pour le reconstruire sur d'autres bases le CNRS. Sinon, vous ne m'aurez pas comme recteur. Comme caution. Comme recteur. Et il a tenu parole Ah ben, il m'a dit je peux pas, c'est la révolution. Voilà. Non pas que je sois contre Oui. le CNRS, je suis tout à fait pour. Oui, oui, bien sûr, sur d'autres bases, on a bien compris. On a vu d'ailleurs ce que ça donne. Mais bon, Il ne faudrait pas de, sauf pour les disciplines scientifiques très pointues qui exigent, etc., pas de permanence, de règne au CNRS toute sa vie, vous voyez, que ce soit un lieu, on puisse aller faire des stages, etc., que ce soit, il fonctionne différemment. pas une sinécure Voilà. de chercheurs. Bon, je ne vais pas faire d'autres commentaires. Alors, la question précédente. Oui, je me souviens plus d'ailleurs. Oui, sur le caractère historique de la notion. Je parle sous Oui, ton non, mais contrôle. en bref, pour le faire très bref, vous avez fait une sorte de dialectique entre nation impériale, Oui, oui. France, blablabla, Oui. et versus Allemagne pas Oui. impériale, pour dire comme pourquoi, la raison pour laquelle c'est notamment à travers le discours allemand qu'on trouve beaucoup la notion d'Europe. Mais la Oui. question est, mais Hegel lui-même, en cherchant de refaire le droit, il note au final qu'il y avait une constitution impériale, Oui, il oui. faut passer à la constitution de l'État national. La question est, mais est-ce que cette notion d'Europe ou de nation fédérée au niveau européen n'est pas le résultat au final de cette ombre d'un vieux empire qui est en train de... Oui, bien sûr, mais une unité impériale est possible. Bon, une unité impériale est possible. Mais l'Empire n'est qu'une autre forme de la nation à ce moment-là. Mais bon, on peut considérer que ce n'est pas souhaitable, mais je ne crois pas beaucoup à la fédération. Vous voyez, je n'y crois pas beaucoup à la fédération. L'unité simplement fédérale. Il faut qu'il y ait autre chose, qui n'est pas explicite. Mais je ne crois pas que... Si vous voulez, il ne peut pas y avoir d'unification s'il n'y a pas un nain qui est manifeste ou caché. Mais si la diversité par elle seule ne peut pas signifier. Si la diversité est première, il n'y a pas d'unification possible, ou alors sauf par un élément de la diversité qui, alors qu'il n'en a pas l'autorisation, n'a pas le pouvoir, veut dominer les autres. Voyez. Mais là, c'est un grand problème d'ailleurs. Qu'est-ce qui est premier? Est-ce que c'est l'unification, c'est-à-dire la diversité, ou l'un? Je suis parménidien de ce point de vue-là. Je pense que c'est l'un. C'est le 1, oui. Voilà. Bien, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la conclusion que vous voulez... Ah non, il y en avait une autre, excuse-moi. Ça concerne ce que vous dites sur l'histoire de la philosophie, en Oui. particulier votre assertion principale qui est qu'il ne s'est rien passé de significatif Oui. depuis Hegel et Marx. Oui. Et une question que j'aurais souvent eu envie de vous poser, que j'ai jamais réellement trouvée dans vos écrits, Oui. c'est il y a deux philosophes qui me semblent ont réagi après la Seconde Guerre mondiale d'une manière qui voulait signifier que le hegelianisme était terminé. Je pense en France à Jankélévitch Oui. et en Allemagne à Adorno. Oui. Et comment est-ce que vous avez négocié parce que pour Jankélévitch et Adorno, la négativité qui s'est manifestée à Auschwitz et dans les camps mettait un terme à la philosophie de l'histoire, pour eux. Donc,
J'aimerais savoir, est-ce que vous vous êtes posé la question de comment est-ce que le hegelianisme pouvait s'arranger avec ça? Comment est-ce que on pouvait malgré tout maintenir la philosophie de l'histoire hegelienne? Ou est-ce que pour vous la question ne se pose pas et c'est une fausse polémique ou quelque chose comme ça? Je dis toujours qu'une formation philosophique sérieuse doit, à notre époque, comporter une critique sévère de l'école de Francfort. Là aussi, je suis bien d'accord avec vous. Bon, parmi les membres qui ont illustré cette école, celui que j'admets le plus volontiers, c'est celui qui est le moins techniquement philosophe, c'est Benjamin. Mais Horkheimer, Adorno, je trouve ça... Ou de nos jours, l'immonde Habermas. Oui, non, mais c'est épouvantable. Ah oui, ça n'a pas arrêté de se dégrader ces dernières décennies. Mais Adorno est un hegelianisant, mais pas un hegelien, si vous voulez. Et je pense qu'il ressemble à Marx de ce point de vue. Oui. Vous pouvez... Ah oui, non, mais il y a... Oui, mais quand même, on n'est pas au même niveau. Il y a hegelianisant et hegelianisant. Oui. Non, je crois que c'est dans quel de ses ouvrages, Adorno cite Kant une seule fois et dans une note de 2 lignes. Dites, franchement, c'est pas possible. L'école de Francfort, c'est pas sérieux. Non. Ah non. Non. Bon. Oui, une réponse argumentée prendrait du temps quand même. Alors, Oui. puisque vous évoquez le paysage intellectuel moderne contemporain, il faut bien que je cite le nom pour Oui. marquer une fois de plus mon rejet absolu. L'herméneutisme est un de mes ennemis absolus. Que Emmanuel essaye de remettre en vogue. Hein. Vous avez vu, en se parant, en se drapant dans les oripeaux de Ricoeur. Oui, oui. Là aussi, on est quand même au sommet, au très fond d'annulité quand même. Il faut arrêter. J'ai eu beaucoup de respect pour quelqu'un qui a siégé à mon jury de doctorat, c'est Gadamer. Gadamer est venu siéger, mais Laval avait absolument tenu à ce qu'il soit. Il est venu siéger au jury de thèse et il lui a demandé par la même occasion de faire la veille. Et on a fait le repas de thèse avant la thèse ensemble avec Gadamer. Il était venu parler. J'ai beaucoup de respect pour Gadamer, mais l'herméneutisme, je trouve que c'est aussi ce dont une formation philosophique exigeante doit faire la critique. C'est La critique radicale. Un absolu méthodologique pour en limiter les prétentions. Vous voyez. Oui, pour te faire une critique argumentée point par point, on pourrait peut-être y consacrer une soirée d'ailleurs à ça. Mais enfin, on va perdre un peu notre temps parce que le but c'est d'essayer de trouver des choses intéressantes et positives pour avancer, pas d'exhumer toutes ces conneries, l'école de Francfort, l'herméneutique, non, faut arrêter quoi, passer à autre chose les gars. Pourquoi pas les nouveaux philosophes tant que vous y êtes. Donc, une conclusion sérieuse. Oui. À la veille du scrutin européen, Oui. à votre avis, qu'en dirait le camarade de Georges Friedrich Wilhelm? Des temps perdus, Il dit que toutes les fois que l'Europe a voulu s'unir, elle en est ressortie plus divisée. Oui, puis ça fait des dégâts, hein, Oui. à chaque fois. En tout Parce cas, dans la tradition oui. des hommes publics germaniques, Oui. il y en a un que vous avez oublié de citer, qui était tout à fait un tenant de l'Europe. oui, C'était ce brave Führer, hein, souvenez-vous. Et on lui avait d'ailleurs laissé, c'était la politique française, les mains libres à l'Est. Allez, va les liquider, tous ces barbares orientaux, et va faire de la place pour tes bons Allemands là-bas. Et le Reich de Milan assura la prospérité de tous. Voilà. Bon, donc les élections, oui, pardonnez-moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais aller voter. Ah, vous allez voter quand même. Je vais voter. Ah oui.
Je ne vous dis pas ce que je vais... Non, non, mais alors, je ne vous le demande pas, mais oui. bien sûr. Mais bon. Je suis contre la décision de rendre le vote obligatoire. Je suis farouchement contre. Hein. Oui. Un vote ne doit pas être obligatoire. D'ailleurs, même là où ça existe, comme par exemple en Belgique, ça ne sert strictement à rien. Non, il ne faut pas mettre vote obligatoire. J'irai voter, mais non, je ne vous dis pas comment je voterai. Ben, on ne vous le demande pas. Donc, merci. Non, ce que je veux Oui, pardon. dire, moi je suis pro-européen, bien sûr, Oui. mais au nom d'une si hypothétique nation européenne, l'histoire n'a jamais montré un seul exemple de nation existante, historiquement existante, et qui, en décidant de se réunir, ait pu constituer une nouvelle nation durable. Aucun exemple, parce que ne parlez pas des cantons suisses, ce n'était pas des nations. Hein. Il n'y a aucun exemple, aucun. Une nation, ça ne se bâtit pas comme ça. Ce n'est pas une structure simplement juridique ou constitutionnelle ou institutionnelle. Il faut autre chose aussi. Vous voyez? Donc... Bah, c'est clair. Ça me paraît une excellente conclusion. Merci, bravo. Mais vive la nation quand même. Vive la nation, bien sûr. Alors, là...